Agnès Mallestrem, Paolo Cadorin, vous avez eu tous les deux une carrière internationale extrêmement chargée. Je pense une carrière internationale au niveau de la représentation dans la profession. Et tous les deux, vous avez œuvré au sein de l'ICOM, le Conseil international des musées. Agnès en particulier au sein de l'International Institute for Conservation, IIC, et aussi à l'ICROM. Paolo, quand as-tu commencé cette carrière au niveau international? On en a parlé déjà hier rapidement avec Georg Schmidt, ces réunions préliminaires à la naissance du comité de conservation de l'ICOM. Je dois dire qu'au fond, ça a commencé quand j'ai rencontré Georg Schmidt, qui est venu à Zurich pour me parler, pour me faire bouger, parce que moi, je ne voulais pas venir à Bâle. Et on m'avait offert ce poste après un concours qui n'avait pas donné des résultats positifs. Et moi, j'avais dit que moi, je ne voulais pas parce que j'étais un employé. Oui, tu nous as parlé de ça. Et alors, il m'a dit une chose. Venez, vous voyagerez beaucoup. Et jeune que j'étais, et j'aimais beaucoup les voyages, et les contacts internationaux. Ça t'a séduit. Voilà. Ah oui, il m'avait dit, il m'avait promis, et tout de suite, l'année d'après, parce que je suis arrivé en 54, l'année 55, il m'a amené tout de suite dans une réunion qui a eu lieu à Vienne. Et ils étaient réunis, enfin tous les grands directeurs de musées d'Europe, un par État d'ailleurs, il y avait Sir Filippendi entre autres, il y avait Brandi, et il y avait, non pardon, il n'y avait pas Philippot, il y avait Plendeley. Et il s'agissait, c'était, enfin la session a eu lieu sous les combles du Kunsthistorisches Museum à Vienne. Et alors, à un certain moment, il y avait la table des grands, disons, enfin. Et moi, j'étais avec les petits, les restaurateurs locaux, enfin, assis, enfin, un bon rang derrière. Et à un certain moment, Sir Filippendi m'a fait un geste, m'a dit, moi je me mettais tout ça, ici. Il m'a fait asseoir à la table des grands. Et moi, je me sentais un peu déplacé, mais enfin, ça m'a plu, évidemment. Et j'ai pu, naturellement, suivre de près les avis, sans parler bien sûr, mais les avis des autres des grands. Et il y avait Brandi qui avait pris la parole. Pourquoi? Parce que la question était le désir de tout le monde, de l'ICOM, d'avoir un point de réunion stable et d'information stable dans une ville d'Europe, du moment que l'Amérique a été représentée par Ted Rousseau, qui était, disons, par sa antiquité du nom européen. Et alors, il y avait un lieu dans lequel il fallait que Plendeley, qui était le candidat de tout le monde, choisisse si Rome ou Paris. Alors, il y avait naturellement les deux Galletti, je dirais, non, qui se battaient de toutes leurs voix pour défendre. Et au fond, entre Paris et Rome, je dois dire que c'était difficile de choisir. Mais Plendeley a choisi Rome. Et je crois bien à cause du climat. Et c'est comme ça que l'ICROM est né comme enfant voulu et créé par l'ICOM. Et non comme, erronément, parfois on veut dire que l'ICOM est une émanation de l'ICROM. Alors, Plendeley s'est allé à Rome, et plus tard, il y a eu Philippot qui a été son adjoint, est devenu, lui, à son tour, est devenu
les patrons de l'ICROM. C'est la naissance en fait de l'ICROM, alors la naissance du comité de conservation de l'ICOM. Oui. Alors, non, la conservation de l'ICOM, c'était déjà, au fond, c'était pas, c'était les directeurs du musée qui s'occupaient de peinture, qui étaient les custodes de peinture, qui avaient commencé à se poser des questions sur l'activité secrète et impénétrable des restaurateurs qui à l'époque étaient des bons dieux qui disaient, ça étaient des magiciens, enfin, et qui racontaient n'importe quoi. Je n'ai eu des preuves d'ailleurs que j'ai publiées, qui sont magnifiques. Et d'un point de vue, enfin, qu'est-ce qu'on a trouvé à Bâle. Parce que ici à Bâle, il y avait au début du siècle un certain monsieur Benz, d'origine anglaise, Benz, B-N-Z, et lequel était un restaurateur privé, et à lequel on confiait des Holbein, et il est amené à la maison. Et à un certain moment, des directeurs de musée n'étaient pas du tout d'accord, ils se sont mis ensemble, et c'est comme ça qu'est né l'ICOM. Hein. Parce que l'ICOM est né de préoccupations de directeurs de musée pour la conservation des œuvres d'art. Donc la conservation était à la base de cette union d'esprit. Et du moment qu'ils n'étaient pas compétents, parce qu'ils étaient tous des historiens d'art, des administrateurs, mais jamais des restaurateurs, ils avaient besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on fait? On se met ensemble. Alors, je me rappelle encore, après la première fois qu'ils se sont réunis à Vienne, il y a eu d'autres réunions. Et l'année d'après, il y a eu une réunion totale, la conférence générale, qui s'est passée, entre autres, à Bâle, Zurich, Genève, etc. Et alors là, c'était magnifique parce qu'il y avait un nombre qui n'était pas illimité, il y avait quelques centaines de personnes que j'ai retenues sur pellicule, que j'ai tous les documents de l'époque, 56, parce que tous les invités étaient embarqués sur un bateau à roues sur le Rhin. Une excursion. Alors là, ils sont tous, on ne les a pas ratés. Et alors c'était très intéressant parce que pour moi, c'était un très contraste avec les personnages les plus influents, les plus qualifiés du monde entier. Et c'était naturellement d'un intérêt fou de connaître ces gens, qu'ils étaient enfin mes pères et mes oncles, si on veut. Tu as établi des relations, les premières relations là, avec des gens que tu vas retrouver pendant 20 ou 30 ans dans ta carrière. Exactement. Et là, du moment que, comme c'est normal dans des réunions internationales, il y a des moments de détente, des moments d'excursion, de dîner ensemble, etc. Et c'est le moment privilégié pour prendre des contacts qui dépassent la profession et qui entrent dans une sphère des relations personnelles. Et c'est là qu'a commencé, 1955. Quand tu avais posé la question, justement, de l'ICOM, la création du comité de conservation de l'ICOM. Alors là, justement, au début, c'était une commission qui s'occupait des peintures. Elle s'appelait Des peintures. Laquelle a évolué dans le sens que en 1959, où nous sommes allés dans les États du Nord, c'est-à-dire Danemark, a commencé à Copenhague et après en Suède. Et là, nous avons eu l'occasion de visiter naturellement, pas seulement les musées, mais par exemple, voir des choses qui normalement sont fermées. Par exemple, le théâtre du Roi, à l'île, comment ça s'appelle? C'est une île, là, après, je ne me rappelle plus. Mais j'ai les photos, et là, sur les photos que j'ai rapportées, il y a, Wolters bien sûr, mais il y a, à part Sir Philippe Inde, il y avait le grand patron de la peinture française. Germain Bazin. Non.
Georges-Henri Rivière. Non, Georges-Henri non, c'était Rivière pas était la le peinture, directeur hein. de l'ICOM. C'est ça. Non, c'était, comment ça s'appelle? Directeur des musées de France. Ah, J'ai son livre, là. oui. À l'époque, étant directeur des musées de France. Mais je te dirai tout de suite. Si Monique me donne le livre, je te le montrerai tout de suite. Mais enfin, c'est un lapsus. Il était là et au fond, j'étais dans ce gremium des grands directeurs des musées. Et Huyghe. Non, Non, c'est pas Huyghe. c'était pas Huyghe. Non. Et le nom même, je te le dirai tout de suite. Et c'était un homme de connaissance profonde de la peinture. C'était vraiment un homme grand ami des Georg Schmitt. Et en parenthèse, grâce à lui, nous avons pu rentrer en Suisse les tableaux de Picasso et Braque et Joan Gris que notre bénéfacteur, sponsor, qui était la Roche, qui habitait Paris et qui avait fait faire sa maison par les Corbusier, il a donné sa collection au musée de Bâle, mais elle était à Paris. Et Georges Sall, Ah oui. Georges Sall a donné la permission, chose inouïe aujourd'hui, hein, impensable. Et toute la collection, sauf 2 ou 3 tableaux, sont restés à Paris. Tous les autres sont venus à Bâle. Hein. Et je me rappelle encore comme Georges Sall était là quand il y avait la première exposition des impressionnistes français à comment ça s'appelle? Pas le palais, l'autre palais qui n'est pas les Jeux de Paume. L'Orangerie. L'Orangerie. À l'Orangerie, et il y avait un tableau qui c'était les canotiers de la scène de Renoir. Un grand tableau très connu qui était en Amérique et qui venait d'être nettoyé par le couple fameux, le plus ancien restaurateur américain, Les Keck. les Keck, que je ne connaissais pas, que j'avais entendu parler d'eux. Et alors, je me rappelle encore que c'était à la veille du vernissage, il y avait Georg Schmitt. Moi, j'avais été amené par Georg Schmitt à voir ça, et Georges Sall, et encore 2 ou 3 autres. Et alors, Georges Sall était effaré parce que le tableau avait été nettoyé. Et alors, évidemment, on a enlevé quelque chose. Hein. Alors, c'est évident. Georg Schmitt, non, c'était évident dans leurs yeux. Alors, ils m'ont appelé. Ils étaient là, Georg Schmitt a dit, mais nous avons ici, par la Catherine, on va lui demander. Et alors, j'ai regardé le tableau, j'ai pris une loupe, j'ai bien regardé, j'ai dit non. C'est un nettoyage absolument parfait. Il n'y a absolument rien. Il y a tout en place, c'est une chose magnifique, c'est très bien fait. Et j'ai fait les louanges de mon collègue inconnu, qui était Keck, et j'ai dit que c'était vraiment une chose faite de façon magnifique. Et les autres étaient déçus et rassurés en même temps. Et là a commencé quand même enfin, des nettoyages qui ont pris la main, parce que c'était en avant sur le temps. Ils avaient raison, parce qu'au fond, à cette époque-là, tous ces geôles qu'on avait mis plus tard, les fameux galeries, tôles, etc., n'avaient plus raison d'être, et les impressionnistes doivent briller par la couleur comme elle est. Et justement, le fait de vernir les tableaux, c'est une autre chose, un argument qu'on va entamer une autre fois, parce que c'est trop grand, n'était pas à l'ordre du jour, donc on ne parlait pas de ça, mais le tableau avait été remis dans un état vraiment loyal. Et alors ça c'était au tout premier, et Georg Schmitt, qui était un homme extrêmement honnête, et qui n'avait absolument pas besoin de se mettre
en premier rang pour dire je suis là, parce qu'il était d'une modestie qui était la vérité, le grand philosophe. Et justement, quand il disait, bon, à un certain moment, moi, mon savoir arrive jusque-là, quand je ne sais plus, j'ai des arguments, me fait expliquer par un spécialiste, qui s'amène avec moi. Voilà Cadorine. Mon rôle, c'était le premier, jeune que j'étais, à m'asseoir à côté d'un grand homme comme était lui. Et les autres ont commencé à faire attention à ce que je disais, parce que tout d'un coup, Georg Schmitt, dans les séances, était les plus forts. Des façons que, à Montjuïc, où nous avons siégé, bon, c'était les années 50 encore, et je me rappelle encore très bien qu'à un certain moment, il y avait une siège vide, et c'était celle du directeur de peinture du Louvre. C'était M. Bazin qui était arrivé avec la voiture, avec sa grande voiture. Il avait fait tout le trajet, il était fatigué, il s'est même endormi. Attention, il a fait mine de s'endormir à table, faisant une figure absolument horrible devant les autres, mais épatant tout le monde. Parce qu'à un certain moment, quand on disait une chose, croyant qu'il dormait, il s'est levé et dit non, messieurs, c'est pas comme ça. Bon, à part ça, il y avait M. Martin, qui était le directeur à Munich, non, et Sanchez Pérez, qui était, ou Sanchez quelque chose, qui était le directeur de Madrid. Et après, il y avait enfin toute la crème avec. Évidemment, Ted Rousseau et Servilli Pendi. Donc, selon toi, c'est justement à Barcelone que le comité de conservation de l'ICOM a été créé Je ne dirais pas qu'il a été créé alors, parce qu'il s'agissait toujours de comité pour les peintures. C'est ça. Alors, comité pour la peinture, et je dois ajouter ça, que à cette séance-là de Barcelone, il y a eu M. Bazin qui a présenté une relation qu'il a lue et une relation qui a été faite par Madame Ours, laquelle avait été laissée dans le jardin. Parce qu'elle aimait les fleurs Non, parce que... On trouvait qu'elle était une fleur parmi les fleurs Non, parce qu'elle n'était pas digne comme représentante de la profession des restaurateurs d'être présente entre les grands du monde. Et M. Bazin a lu ce qu'elle a écrit sans y comprendre grand-chose. À laquelle j'ai appris que Madame Ours était dans le jardin, et avec Ted Rousseau, où nous sommes sortis, à la conforter, lui dire un mot, parce qu'elle était en pleurs, avec de justice, elle n'était pas admise, c'était indigne. Monsieur directeur de peinture du Louvre était une personne plutôt difficile. En tout cas, il y avait une autre personne présente qui était Wolters. Et Wolters était comme un grand frère pour moi, et c'était alors la seconde grande personne qui a pris une place parce qu'il était historien d'art et restaurateur. Donc on se comprenait et on avait les deux titres en commun et on avait un certain poids. Alors à ces moments-là, et ces jours-là, j'ai rencontré Zeeman en Barcelone. Je ne sais pas ce qu'il faisait, mais il n'était pas dans le comité. En tout cas, le comité s'est réuni une autre fois en 1959 à Copenhague, dans le bureau du directeur du musée des Beaux-Arts, oui, t'en as parlé tout à l'heure. Qui était en cheveux rouges, je ne me rappelle plus son nom. Tu te rappelles et j'ai une photo de cette séance. Et alors là, sont arrivés les Anglais. Pour la première fois, sont arrivés les Anglais. Et on s'est aperçu tout de suite qu'ils étaient gris, ils n'avaient pas d'allure, mais on s'est
aperçu qu'ils allaient nous écraser, parce que peu à peu, et c'est chose d'ailleurs qui s'est vérifiée, ils ont fait de façon, avec cohérence d'ailleurs, que je ne sais pas pourquoi c'est mis de l'autre côté, cohérence d'ailleurs, on a parlé des cohérences, parce que cohérence était une chose très importante pour nous tous, parce qu'il était le seul qui était à la fois homme des sciences et historien d'art. C'est une chose rare dans l'histoire de l'art. Et moi j'ai connu Corémence à cause d'un cours que j'ai fait là-bas, à l'IRPRA, et je me rappelle qu'on était encore dans le vieux bâtiment. Tu as vu le vieux bâtiment. Et d'ailleurs, il y avait, à ce cours, il y avait aussi Urbani, une photo. Il y avait Urbani et, je ne me rappelle plus, Torraca. Oui. Et on était là et c'était magnifique parce que cet état de provisoire, dans cette espèce de salle incroyable dans laquelle on était parti, au sous-sol. Et quand même, il y avait des personnalités merveilleuses, comme était le père Philippot, un homme magnifique, et d'une habileté redoutable, on dirait aujourd'hui, parce que moi j'ai beaucoup d'admiration pour ce qu'il a fait, même si ça me fait un peu froid dans les dos à penser. Oui, c'est une façon de penser la restauration, de laquelle il faudra approfondir un tout petit peu et documenter. Parce que c'est pratiquement le dernier grand restaurateur d'un siècle qui n'existe plus. Et les photographes, qui étaient, je ne me rappelle plus son nom, mais était un homme magnifique, lequel avait contribué à l'établissement des plans de la maison de repas. Aujourd'hui, la partie d'en bas, en basement, où il y a les appareils de photos. C'est un énorme truc. Oui. Hein? Il s'appelait... Est-ce que c'était Louis Lose? Lose. Lose, oui. Lose. Oui. Voilà. Et alors, ils avaient fait des choses qui pour nous étaient absolument nouvelles, et des radiographies avec un appareil cathodique qui permettait de travailler sur la radiographie et la rendre, les fondre ensemble, faire des contrastes majeurs, enfin des choses... Éliminer les parquetages, avec les mouvements, etc. Et d'ailleurs, ils ont fait, pour le Louvre, c'est eux qui ont fait bâtir l'appareil qu'ils avaient déjà. En tout cas, c'était des moments très intéressants de connaître un homme pareil. Il était un protestant, je crois, parce que c'était un homme d'une sévérité morale. Cohérence. Cohérence, oui. Ah oui. Et alors, je veux introduire dans cette histoire de cette balade au nord, le soir qu'on était à Copenhague. Non, à Copenhague, en Suède. Comment ça? À Stockholm. Comment? À Stockholm. À Stockholm. On est dans le nord, il y a le soleil, il se lève très tôt. La première nuit, je me suis réveillé à 3 h du matin, il y avait le soleil dans ma chambre. C'était ahurissant, je n'avais pas tiré les doubles les rideaux noirs qu'ils ont. Et alors, ce que je veux dire, c'est que, comme dans toutes les réunions, on a l'occasion de dîner ensemble. Compliqué par toutes les restrictions qu'il y avait à l'époque sur l'alcool en Suède, un chapitre à part, mais le soir, on est rentré et Corémence nous a dit, nous étions en petit groupe, il y avait Georg Schmidt, Ted Rousseau, il y avait Jean-Philippe Hendy, je crois 3 ou 4 personnes encore. Il nous a réunis dans sa chambre, à l'hôtel, en disant « Je vais vous raconter la véritable histoire de Van Mechelen ».
Et alors, il nous a raconté tout ce qui s'est passé et comment lui avait décelé le fait qui est bien connu de ce faussaire et comment son grand ami, Van Beuningen, lequel avait laissé l'argent, il a donné pour faire le bâtiment du musée. Et après, tout ce que son nom, son nom était en jeu quand on a déclaré, a déclaré que c'était en faux ce qu'il avait acheté. Et il a dit, écoute, je ne peux pas me concéder d'avoir tort. Je n'achète pas des faux. Et alors Kroemer s'est dit, je suis navré, mais c'est un faux. Il a dit, écoute, arrête, parce que moi je vais te tuer. Et l'autre dit, plus moi, ben, je ne peux pas dire une chose pour une autre, c'est la vérité. Et en vérité, c'est qu'il a tué. Avec tous les moyens, il a mis tous les moyens, il a dit, je vais te mettre toute la justice contre. Il a réussi. Oui, il a fait la vie très difficile. Il a une vie tellement difficile qu'il est mort de chagrin. Quand tu es arrivé, à contribuer. Quand tu es arrivé à l'IRPA, on parlait encore évidemment de ce problème-là. Il y avait encore des affaires. Enfin, ça, on ne savait pas tout, mais j'étais au courant de cette, comme un fil rouge, ça passait encore. C'est une chose exceptionnelle, naturellement, mais c'est la vérité. En certains moments, l'histoire va juger, mais je comprends la position de Van Beuningen, parce que Van Beuningen, je le connaissais par sa femme, laquelle avait connu mon père quand il était à Bruxelles, une fois qu'il y avait une manifestation artistique, et elle est venue se faire le portrait par mon père. Ça doit exister quelque part. Et il y a une anecdote que maintenant je ne veux pas enregistrer, que je vous raconterai peut-être brièvement, mais Madame Van Beuningen était à Venise, on la voyait chaque jour, on allait dans sa cabine à l'exception à Venise. Mais M. Van Beuningen était un personnage tellement important dans la rail, dans l'industrie des transports, tel donateur des belles choses au musée, qu'à une schlappe de ces gens-là, une mauvaise figure, alors là, voilà, il se pose la question morale. Dans un cas pareil, pour le bien de l'art, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, j'aimerais quand même qu'on revienne au sujet. C'est pour ça que je m'arrête là. Il n'y a pas d'interrogation, mais pour l'histoire, c'est que c'est la première fois où s'est réuni à Copenhague un groupe de chimistes et des personnes qui étaient des historiens d'art qui s'occupaient des restaurations. Et c'était la première fois qu'on commençait à parler des choses que une personne qui n'a pas fait des études spécialisées ne comprend pas. Ni les historiens d'art, ni les restaurateurs. Donc, il y a eu une scission. Et cette scission a fait qu'il y a eu, d'un côté, est devenu le comité des conservations et le sous-comité des peintures. De façon que les scientifiques ont pris les choses en main, on s'est emparé de la direction des travaux, avec la veste blanche, tout prenait du bois, personne ne pouvait parler leur langage si on n'était pas des leurs, et donc, d'une certaine façon, toute la restauration a pris un coup abominable. Ah, parce que selon toi, la création du comité de conservation de l'ICOM est due en grande partie aux scientifiques, c'est ça? Ah oui. Ah bon. Alors, pardon, Paolo, est-ce qu'il n'y avait pas entre les deux encore quelque chose qui s'appelait le comité des laboratoires? Mais oui, mais c'est le comité de laboratoire. Et plus tard, le comité de laboratoire a été nommé le comité de conservation.
Oui, Pour le non, ce comité, splitting, non, là, t'as tu raison, penses non, que le pour comité revenir- t'as raison. On a eu quand même à un certain moment, pour la difficulté de s'entendre, on a divisé en deux les activités. Alors il y avait un comité de laboratoire qui parlait leur Des langage molécules. molécules, et de l'autre côté, ceux qui s'occupaient de l'œuvre d'art. Georges-Henri Rivière, qui était toujours présent et qui disait Thank you very much, translation please. Et il le dirigeait d'une façon admirable avec Madame Mademoiselle Daisy. Enfin, finalement, il y avait toujours une direction absolument parfaite des contributions. Oui. Mais à un certain moment, on parlait des choses tellement difficiles à comprendre pour les pas initiés qu'on a fait deux comités. C'est-à-dire, ils ont initié à faire le comité des laboratoires. Et après, le comité des laboratoires est devenu le comité des laboratoires et le sous-comité des peintures. Donc, on était, c'est déjà dans le titre, c'était une chose, enfin, un tout petit peu offensive, si on veut. Et la chose a évolué avec le temps, et je dois donner beaucoup de laurier à Madame Ours, laquelle a défendu toujours la langue française, du moment que l'ICOM avait deux langues officielles, parce que peu à peu on parlait seulement l'anglais, parce que la plus grande partie parlait tous l'anglais. C'est évident. D'ailleurs, nos lectures nous obligent à connaître l'anglais. Il y a des pays dans lesquels tout le Nord parle anglais et parle pas le français. Donc, enfin, on avait la tendance, et dans toutes les réunions internationales aujourd'hui encore, on parle anglais, de préférence, parce que qui parle français? Madame Moore défendait le français à fond, et le point de vue de la conservation des œuvres d'art. Elle disait, mais vous êtes des chimistes, vous êtes des physiciens, très bien, mais vous ne conservez pas, vous examinez, vous nous donnez des conseils. C'est à nous de vous demander des conseils, vous donnerez des réponses, des suggestions. Mais la restauration est une chose que, avant tout, sont les historiens d'art qui doivent donner la direction et le point de vue de l'esthétisme, et de l'autre côté, des spécialistes. Voilà, ça a commencé la division. Après, il y a eu un temps des mouvements. Aujourd'hui, je crois qu'on a quand même, on est arrivé à un équilibre pas tout à fait terminé, mais je crois qu'on commence à remettre les choses dans la mesure. Un équilibre entre les de la recherche, trois spécialisations, les trois spécialités, c'est-à-dire la question, l'histoire de l'art, les scientifiques et les restaurateurs, c'est ça que les restaurateurs ont une tendance, comme j'ai dit, ils n'écrivent pas. Voilà. Il faut leur tirer les verres du nez. Non, mais ça c'est connu. Et c'est connu. Et c'est ça, et c'est dommage. Et je dois reconnaître que je suis un coupable. Mais d'autre part, il y a une autre chose de laquelle on ne parle jamais. Une restauration, peut être décrite ou développée, publiée par des historiens d'art au lieu de restaurateurs. Mais ils parlent un langage qui est plus ou moins le même. On parle un langage, disons, humain, pas dishumain comme c'est la molécule. Et alors, les scientistes ont, à part la rareté de la possibilité de comprendre l'œuvre d'art, que je crois que très peu de scientistes soient préparés à le faire. Il y a très peu des formations qui te donnent à un homme des sciences. Le côté, disons, des humanités. Il y a une autre chose, la nécessité pour un homme des sciences de s'affirmer dans son domaine avec la publication. Alors, une relation quelconque, s'il n'est pas publié et daté, ça n'existe pas. Oui, non, on est d'accord. On te la vole tout de suite. Hein?
C'est clair. Mais en fait, le problème se situe de la même manière ou pratiquement pour les conservateurs, pour les historiens de l'art. Tu considères qu'à l'époque, les historiens de l'art étaient déjà suffisamment bien représentés? Est-ce qu'ils le sont encore? Non. Bien, Non. Non. Bon, on est d'accord. Et je crois que Agnès, qu'est-ce que tu en penses? Je suis absolument d'accord. J'ai entendu parler que après cette séparation des deux comités, qu'avant, quand il existait le comité des peintures, donc c'était des grandes musées de peinture ensemble et on parlait de peinture. Puis après le splitting, les chimistes commençaient vraiment à dominer la discussion. Et les historiens d'art s'éloignaient. Et au début, ils essayaient avec patience ou tolérer. Et finalement, ils ne venaient plus. L'un avait une réunion là, d'autres avaient un voyage là. Ils ne venaient plus. Et que ça se sent encore à l'ICOM. C'est à ce moment-là, il paraît, qu'on m'a raconté, que ça s'est passé. C'est passé, oui, mais ils ne sont plus venus. Tout à fait raison, parce que le langage des historiens d'art était un langage des connaisseurs de l'art. Oui. Et la matière avait une importance seulement dans le fait qu'eux ne pouvaient pas en juger. Et ils voulaient, et c'est pour ça qu'ils avaient fondé cette réunion, pour avoir un contrôle de ces restaurateurs qui s'emparaient de leurs enfants chéris et qui faisaient ce qu'ils voulaient. Et il ne voulait pas être à l'obscur. Ah, il dit, ah non, monsieur le directeur, si vous avez confiance en moi, vous me donnez le tableau et je vous le redonne, vous me connaissez comme je travaille bien. Voilà. Et il voulait être payé et loué. Hein? Et alors il disait, ah, cet repeint de la tête du Christ, c'est un apocryphe. Hein? Moi, je vous démontre qu'en dessous, il y a l'original. Hein? Et après, qu'est-ce qu'il faisait? C'est M. Benz, hein? C'est documenté. Il te présente un nouveau Christ avec une tête magnifique de qui? De la main de Benz, mais lui dit que c'est d'un original de Baldwin Green. Alors, tu comprends, à un certain moment, et les pauvres directeurs de musées étaient très préoccupés. Et ils voulaient alors avoir un restaurateur attitré de leur côté que leur conseil. À Bâle, il y avait finalement, à la suite de Benz, il y a eu un Allemand qui était Aulmann, c'était le premier et le seul en Suisse. Il n'y avait pas d'autre dans les musées, et duquel j'ai pris, enfin... Non, mais on en a déjà parlé, excuse-moi de t'interrompre, on a déjà parlé hier. Je veux dire simplement que... J'aimerais qu'on avance... on avance simplement, l'évolution de nos travaux et de la compréhension a été qu'à un certain moment, les directeurs du musée, qui étaient quand même les responsables, les patrons des tableaux, des œuvres d'art, se sont éloignés et c'est devenu pratiquement peu à peu, par la force des choses, un exercice des styles des hommes des laboratoires. Et les restaurateurs que, ignorant les langues, ignorant l'écriture, ou n'ayant pas envie, n'étaient plus présents, est devenue une académie des molécules. Voilà. Jusqu'à il faut me corriger parce que je ne suis pas sûre de la date, jusqu'en peut-être est-ce que c'est possible que ça soit 69 à la réunion de l'ICOM de Bruxelles que a été trouvé le nom de comité de conservation? Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu te rappelles quand le comité de laboratoire a été transformé de nouveau, enfin pas de nouveau, mais voilà. Transformé en comité de non, je ne me rappelle plus, je me rappelle seulement qu'à Munich, je me suis trouvé ensemble avec Ted Rousseau. Et avec Ted Rousseau, on s'entendait très bien et on a dit ici, il faut changer les choses. Il faut qu'on revienne à ce qui était... Parce que non, on a fait un raisonnement, à un certain moment, les choses
C'était des gens qui parlaient un langage secret et que nous ne pouvions absolument pas pénétrer. Des choses d'ailleurs qui nous intéressaient sûrement, mais pas pratiquement pour la solution du problème qui nous hantait et que peu à peu était remplacé, Gott sei Dank, par des collègues qui venaient nous joindre, des restaurateurs, des grands musées et qui avaient une expérience scientifique et qui pouvaient dire un mot. Ça a commencé avec cette... qu'il faudra retrouver tout ce... Oui. Parce que moi je dois dire que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais toi, avec ton expérience au laboratoire d'Amsterdam, est-ce que les personnes qui étaient sous ta direction, qui étaient tous des scientifiques, étaient sensibles à ce problème Oui, mais évidemment, eux, ils ont commencé leur carrière dans la conservation à cette époque-là. À cette époque, ils étaient des tout petits chimistes. Dans les années 70-80. Oui. Et ils ont fait toutes les fautes qu'on peut faire dans ce contexte. Et quand je suis devenue de ce laboratoire, ils étaient des gens expérimentés, plus sages, plus âgés. On pouvait très bien parler de tout ça, mais ils reconnaissaient que c'était comme ça. Ah oui. Il faut dire qu'ils ont eu de la chance de Ernst van de Wetering, historien de l'art, qui a eu une forte influence sur ce groupe de scientifiques-là, à Amsterdam. Mais maintenant, on parle d'une différence de 30 ans, de cette histoire. Donc il y a eu... tout le monde a évolué. Mais le problème n'est toujours pas vraiment Non. Oui, mais j'allais te dire, parce que lorsque tu dis tout le monde a évolué, est-ce que vraiment tout le monde a évolué? Je parle tout le monde d'Amsterdam, Ah oui. tout le monde sûrement pas. Oui. Et il faut dire, à l'ICOM, on n'a pas réussi de remettre les conservateurs de nouveau dans le coup. Non. Je me rappelle au bureau direction, on a discuté souvent. On dit qu'est-ce qu'on va faire, quel truc est-ce qu'on pourrait employer. La raison est simple, au fond. Et je crois que moi, je suis un peu coupable aussi, parce que moi j'étais très démocrate, avec un Georg Schmitt qui accueillait vraiment un peu trop les peuples, si on veut, non? Et nous avons ouvert les vannes sans se rendre compte qu'on était en train de faire quelque chose de très dangereux. Et alors on s'est ouvert, l'ICOM spécialement, aux jeunes qui voulaient, et les restaurateurs. Moi j'étais une exception, avec très peu d'autres, et on a voulu faire participer des gens, tu vois, des jeunes, et moi j'ai dit plus. À un certain moment, quand j'ai pris la direction des finances de l'ICOM, c'était en 77 à Moscou, je me rappelle encore qu'on n'était pas 3000. Hein? Et je crois qu'on est 18 000. À l'ICOM, oui, mais pas au comité de conservation. Non, je veux dire, Oui, à l'ICOM. Et à l'ICOM, on était 3000, l'ICOM. Hein? Et présent dans la salle, c'était à Leningrad, eh bien on était 1200, avec tous les Russes. Hein? Je ne comprends pas très bien ce que tu veux dire. Je veux dire, j'ai favorisé l'introduction des jeunes et en essayant d'expliquer pourquoi les restaurateurs parce que n'ont les pas pris restaurateurs part. sont arrivés, et alors, fais attention, beaucoup de restaurateurs sont arrivés. Et en certain moment, beaucoup de vieux ICOMiens qui étaient directeurs de musées et qui se sentaient participant à un club fermé, on dit, on est présente, on ne va pas dans des réunions où il y a de la piétaille.
C'est ça la réaction qu'il y a eu. Mais ça, c'est les historiens de l'art qui ont réagi comme ça. Oui, Oui. les directeurs de musée. Oui. Voilà qu'alors ils ne sont plus venus. Pourquoi? Parce que les restaurateurs parlent de la cuisine. Hein, de la cuisine, avec des termes que les autres, que les historiens d'art ne comprennent pas parce qu'ils n'ont pas eu de formation. Voilà. Et à un certain moment, tous ces gens des sciences qui n'ont rien à faire avec l'histoire de l'art parlent un langage scientifique remarquable, magnifique, mais les historiens d'art n'y comprennent rien et n'ont aucun intérêt. Et en plus, c'est une mentalité différente. Voilà que les directeurs du musée se sont sentis dérobés de leurs prérogatives de commandes, des primautés, des clubs fermés. C'était une chose chic d'être dans l'ICOM, est devenue une chose, disons, populaire. Et tu vois la raison pour laquelle aussi il y a eu, à un certain moment, ces mouvements de fuite. De façon que, tiens-toi bien, on a ventilé l'idée, tout à fait récemment, de faire un club des directeurs de musées d'art dans l'ICOM. Ben oui. Voilà. Ben oui. Mais il y a un club de musées d'art dans l'ICOM, mais ils discutent probablement pas de la conservation de peinture, ils discutent non, mais ils sont en train, ils sont les Anglais qui ont l'idée, qui ont la tradition des clubs, et ils ont l'idée de refaire une chose comme ça, et s'est retiré dans un joli club avec fauteuil de cuir, avec le whisky à parler d'art. Voilà. Je dis pas non. Non, mais c'est pas mon genre, voilà. Mais le problème est lié en fait à une organisation administrative qui est celle des musées. C'est-à-dire que le directeur du musée est responsable, non ? C'est lui qui détient en quelque sorte le pouvoir, même si je schématise à outrance, mais c'est ça. Tandis que le restaurateur n'a pas cette responsabilité décisionnelle, à part quelques exceptions, et les scientifiques non plus. Et donc, en fait, les historiens de l'art défendent stupidement, me semble-t-il, leur plat, enfin leur domaine, alors que, évidemment, ils n'ont pas encore saisi quel pouvait être l'intérêt de l'interdisciplinarité. Oui, mais chacun ne voit qu'avec ses lunettes, tu vois. Et chacun défend son secteur. C'est pour ça que je viens d'enlever mes lunettes. Non, mais c'est vrai, au fond, la interdisciplinarité est une chose que nous avons mise en route en voyant, naturellement, pas moi, mais c'est Georg Schmitt qui a commencé à dire, écoutez, chacun y met du sien, et on arrivera à faire quelque chose de sensé. Nous avons des connaissances qui sont limitées à un secteur. Quand on se met tout ensemble autour d'une table, après, on aura la solution. Voilà. Mais je crois qu'il est difficile quand même de généraliser à partir d'un cas particulier comme celui de la relation qui existait entre Georg Schmitt et toi. Tu comprends ce que je veux dire? Ah non, c'est pas question de généraliser. C'est que moi j'ai appris de lui oui. La nécessité de l'entendre. Du moment que de ma nature je suis, disons, plutôt communicatif et reconnais les valeurs des autres avec grande facilité, parce que je n'ai pas de complexe, je sais que je suis limité, c'est tout. Mais il y a des gens qui se croient les bons dieux. Il me semble qu'un pas énorme sera fait le jour où un musée choisira un directeur ou un directeur de département, un directeur général ou un directeur de département, un historien de l'art, donc en ayant une commission formée de scientifiques, de restaurateurs et d'historiens de l'art. C'est-à-dire que les restaurateurs qui sont maintenant engagés par les musées ne sont pas choisis par leurs collègues restaurateurs,
ils sont choisis par les historiens de l'art quand même, en grande majorité. Non? Je crois que là, il y a une chose à dire. Tu as parlé du choix. Il y a une commission. Le directeur d'un musée est au fond une personne aussi qui est choisie. Donc, le directeur du musée est choisi par la renommée qu'il se fait. Hein. Donc, à travers des publications, à travers son activité dans le monde de l'art et des activités analogues. Mais là, je crois que le problème se trouve dans les universités. Parce que la formation des historiens d'art s'est faite dans un institut universitaire dans le monde entier, avec des nuances très grandes, parce qu'en Italie, par exemple, un historien d'art devient historien d'art avec ce titre après avoir fait 3 ans de lettres. On commence à être un homme de lettres. Donc, l'écriture. Et après un an de spécialisation, tu me diras que ce n'est pas suffisant. Je suis enfin d'accord. Et c'est pour ça que, enfin, c'est pas sérieux. En Suisse ou en Allemagne, tu as une faculté d'histoire de l'art, et ça devient quelque chose de plus sérieux, mais à un degré différent. Par exemple, tu sais très bien l'opinion de la faculté de Bâle vis-à-vis de la faculté de Genève, pour dire seulement une. Alors là, on peut discuter, mais ceux qui ont en commun, normalement, avec des exceptions qui commencent à être ici et là présentes, c'est que la matière sur laquelle ou avec laquelle sont faites les œuvres d'art n'est pratiquement pas étudiée. C'est-à-dire que l'artisanat nécessaire aux artistes, le côté matériel qui est à la base de l'œuvre d'art, et la formation des artistes n'est jamais une question d'étude. On ne parle jamais de ça. Et même c'est une chose que légèrement on laisse de côté parce que, évidemment, l'écriture est supérieure à tous. Voilà le manichéisme qu'il y a dans la profession de l'historien d'art, lequel est un écrivain d'information. Et du moment que ce sont des historiens d'art qui dominent et qui décident, parce que les directeurs des musées sont des historiens d'art, pour des nécessités de formation, et ils sont limités dans leur formation parce qu'on ne leur donne pas les moyens qu'il y avait dans le 19e siècle, dans lesquels il n'y avait pas ni vidéo, ni caméra, ni rien, et les pauvres devaient savoir dessiner, regarde Yakov Bouka, et écrire, mais dessiner. Donc ils savaient, connaissaient. Agnès, à partir de quand es-tu devenue membre de l'ICOM? Tu te souviens? Je crois que je suis devenue membre de l'ICOM au moment du congrès de l'ICOM, de la réunion du comité de conservation à Bruxelles. Dont on parlait tout à l'heure. J'étais jeune restaurateur. Tu te rappelles quelle année? Ça, je disais 69, mais ouais. je crois que c'était plus tôt. 69 était peut-être Amsterdam, mais Bruxelles était peut-être en 63. Je pense que Amsterdam était 69, de manière, effectivement. à Bruxelles. Parce que personnellement, c'est là que j'ai rencontré Kathleen Perrier, en 69 à Amsterdam. Ah bon? Oui. Ah ben alors c'était... Oui. Alors ça devait être en 66, je pense. Ou 67, je ne sais pas. Non, c'était déjà tous les 3 ans à l'époque. Oui. Oui. Et, donc je crois que c'est là, mais enfin je me faisais membre, je n'avais pas de fonction. C'était ma première confrontation avec le comité de conservation. c'est ça, et ça te paraissait nécessaire de devenir membre. C'est à la même réunion qu'on a établi le groupe de travail de sculpture polychrome. Ça c'était une initiative de Paul Philippot et 67 était Bruxelles. C'était 67, tu as raison. 67, voilà. À 67. De là date le groupe de travail. C'est ça. Oui, parce que je me rappelle, maintenant je te dirais même les noms, je me rappelle qu'il y a eu une réunion dans laquelle il y avait Sir Philippe Hendy, qui était le président, Werner,
Après, il y avait, comment ça s'appelle, c'est pour le papier à Paris, Flider. Flider. Il va y avoir Gorine, j'imagine. Non? Non, Gorine n'existait pas encore. Non? Ben, ça, je me rappelle, c'est de trois noms. Et après, on m'avait, comme restaurateur, parce qu'il fallait avoir les trois, il y avait Ted Rousseau. Alors, il y avait Saint-Philippe et Ted Rousseau comme historien d'art. Il y avait Werner et la Flider. Non, Flider, comme scientifique. non, parce que deux, on était scientifique. six. Et moi, au fond, j'étais de ces gens-là, et après, moi comme restaurateur, seul. Et alors, là, j'ai dit, écoutez, c'est pas possible, il faut au moins Urbani qui était pris comme restaurateur, alors. Comme Istituto Restauro. Ah oui. Urbani est restaurateur. Oui, je sais qu'il est restaurateur. Et alors j'ai dit, écoutez, vous ne pouvez pas parler des restaurations sans prendre un membre comme Urbani qui est directeur de l'Institut. Et bon, alors on était 6. Et ça a été le bureau de direction de ce moment. C'est ça. Oui, d'accord. Oui, des conservations. C'était, et je me rappelle encore les séances qu'on a eues là. Et à Bruxelles, 107. En fait, ton activité, à part celle de membre simple, à l'intérieur de l'ICOM, quand est-ce qu'elle commence? Si elle a jamais l'activité commencé. au sein du groupe de travail De sculpture? de sculpture, et j'avais la possibilité d'aller aux réunions et je contribuais d'une autre manière. Tu étais la coordinatrice adjointe? J'étais la coordinatrice adjointe, c'est ça. Toujours coordinatrice adjointe, j'ai jamais été coordinateur. À un certain moment, il fallait élire un nouveau bureau, mais c'était beaucoup plus tard. Je m'en peux plus. Alors, on a demandé des gens et j'étais élue et j'étais membre du bureau. Mais Paul, je crois. Tu étais pendant un moment, on était ensemble. Vous avez été ensemble? Oui. Oui. Parce qu'en fait... J'ai des visions de photos sur lesquelles on est tous les deux. Mais c'est vague, mes souvenirs. Mais on pouvait rester 3 législatures, non? Je crois. C'est-à-dire 9 ans, ou bien? Non, 6 ans, je crois. 6 ans. Dans le bureau. Dans le bureau, oui. Je crois bureau, 6 ans. oui, On c'est pouvait ça. se faire réélire une fois. Oui, c'est une ça. fois, on pouvait... Ouais. Mais il y avait naturellement toujours des récalcitrants qui adoraient le pouvoir ou croyaient d'avoir le pouvoir et qui alors restaient assis, accrochés à leur siège. Et il y a eu des cas assez lamentables. Oui, bon. L'appréhension de la démocratie, c'est toujours très dur et très difficile. Je peux comprendre à tout le monde. Mais je voudrais reprendre ce que Paolo disait tout à l'heure, qu'à un certain moment, et il se même se dit coupable de ça, qu'on a ouvert ICOM comme une espèce d'association professionnelle à tout le monde. L'idée initiale était quand même un comité de spécialistes, de chercheurs, de les mettre ensemble à définir des projets de recherche, à travailler ensemble, et puis je ne sais pas à quel moment a commencé l'idée de groupe de travail. Peut-être le sous-comité de peinture était le premier groupe de travail, non? D'accord. Quand je suis entré, disons, à l'ICOM en 1955, il y avait déjà, dans le cadre de la recherche que les directeurs de musées s'étaient posés, parce qu'il y avait des questions. Oui. Et ils se sont demandé de quel... bon, il faut choisir quelqu'un qui étudie
qui prend sur soi l'étude d'un secteur. Alors, par où est-ce qu'on commence? Ouais. Alors, ils ont dit, bon, commençons par les supports. Ah, Et le premier qui avait fait une recherche s'appelait Moura, M-O-U-R-A, Le portugais. Portugais, de Lisbonne, que nous a présenté Abel. le travail sur le bois. Ouais. Voilà, comme Oui. support. Mhm. Après, le prochain a été la toile, qui a été prise en charge par Wolters, et de laquelle j'étais Mitarbeiter, dans le sens que j'ai revu les choses et je l'ai fait la traduction en français. Parce qu'il fallait la publier en français. Et pour l'anglais, il y a eu quelques autres. Donc j'étais du début dès la toile dans le comité des recherches. Mais Et est-ce qu'on utilisait déjà le mot groupe de travail? Est-ce qu'on parlait déjà d'un groupe de Oui, travail? alors là, on a commencé à parler des groupes de travail Ah. parce qu'on était, j'étais Wolters, mais après j'étais aussi à travailler avec lui, après il y avait d'autres qui sont venus. Et alors, donc là, on a commencé à avoir un groupe, c'était Ouais. automatique. Ouais. Moura, non. C'est-à-dire Ah, que C'était avant. c'était avant, Moore a fait toute seule. Tandis que nous avons trouvé qu'il fallait s'adresser à plusieurs personnes, pour plusieurs raisons d'ailleurs. Oui. Or, alors, à ces moments-là, il y a eu, on est arrivé à la préparation. Et la préparation est prise, je crois, Sir Philippe Hendy. Tiens. Je crois. Agnès, en fait, pourquoi es-tu entrée dans l'ICOM? Quel intérêt trouvais-tu à cette association professionnelle? Mais je crois qu'à ce moment-là, Cormans disait tu vas entrer à l'ICOM, et j'entrais à l'ICOM, sans discuter. Mais évidemment, c'était très rapidement évident que c'était extrêmement intéressant, et justement parce qu'il y avait ce groupe de travail dans ma spécialisation, qui était la sculpture polychrome, je pouvais contribuer. Et j'étais très intéressée, engagée, et puis suivais le rôle dans le bureau de direction. À un certain moment, et je crois que Paulo se rappelle de ça, je crois pour des raisons économiques, on a encore ouvert l'ICOM beaucoup plus, et ça n'avait à ce moment-là plus rien à voir avec la démocratie, mais plutôt avec l'argent, je crois. On a ouvert, les congrès devenaient immenses. C'était plus les congrès des groupes de travail avec des gens qui avaient un programme de recherche, c'était ces gens-là, membres du groupe de travail, mais tout le monde pouvait assister aux réunions des groupes de travail, donc on n'était plus 30, on était 300 tout d'un coup, d'écouteurs, éventuellement discuteurs, parce qu'on voulait avoir les grands congrès, parce que ça rapportait de Ça l'argent. rapportait. J'étais Non. contre. Non. J'étais non. contre. Ça a commencé, j'étais du cran, en 72 à Madrid. Et je te dirai pourquoi. Et vas-y. Mhm. À Madrid, en 72, il y avait Gaël Desgachin. Et moi, j'avais un petit groupe de travail qui était l'art moderne. Mhm. Et on m'avait donné une petite salle de 50 personnes parce que on pensait que quand même, enfin, c'était un petit comité et que pour l'art moderne, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt. Et tout d'un coup, ils se sont trouvés, les organisateurs à Madrid, devant une foule de jeunes qu'on a dû nous donner une salle pour 300 personnes. Mais pourquoi il y avait cette foule de jeunes? Parce C'était que, pas et les c'est chercheurs, partout comme ça, quand on va dans un pays quelconque, il y a le droit des locaux d'assister, comme tu sais. Donc c'est une chose que c'est établi peu à peu, c'est pas une chose des gens qui viennent du dehors, mais les locaux ont le droit d'amener
Oui, tous, intéressés, tous. disons. C'était ouvert à tout le étudiants. monde, c'était pas Ouais, une c'était ouvert à réunion tout de le monde. Et spécialistes. alors, ça a commencé, on était surpris, tout le monde était surpris. Les jeunes qui étaient fous pour l'art moderne. Voilà. Et ça a commencé comme ça. Et alors, cette chose, c'est naturellement après, les arguments que nous avons discutés étaient fascinants, il faut le dire. Oui, Et alors, il y a eu un intérêt accru de part de tout le monde. Vraiment. Hein. Et enfin, on avait eu un succès. Ouais. Bon. C'est un détail, mais je me rappelle que dans le bureau, j'ai donné mon opinion contre. Je sais que Dolph van Asperen, qui organisait les congrès à ce moment-là, il était très pour cette ouverture parce que ça ramenait plus d'argent. J'ai dit, à mon avis, il ne faut pas faire ça. Il faut rester restreint et tant pis pour l'argent, mais il faut se concentrer Vous sur avez raison. la recherche de ces Oui, parce- personnes. Et c'était plutôt les congrès de IIC qui auraient pu servir à la diffusion de la recherche faite à l'intérieur de l'ICOM. Hein, comme ça, il y aurait eu deux fonctions. À l'ICOM, la recherche et le développement du monde, et la IIC était plutôt, il y avait les publications, les study conservation et les congrès. Donc c'est plutôt une idée de diffusion. Mais à ce moment-là, je n'ai pas réussi à vendre cette idée. Je crois que Non. plus tard, on n'a pas D'autant- regretté. Donc, D'autant Vous avez plus que raison. la sélection des membres de l'IIC est moins rigoureuse que celle de l'ICOM. Oh oui, mais maintenant, il n'y a plus de sélection de membres de l'ICOM aussi. Celui qui paye peut devenir membre. Non, Mais à condition d'être quand même lié à un musée. Peut-être, oui. non, oui. non, il faut être. Il faut être. Oui, il d'accord. faut être Bon, ça fait musicien, encore suffisamment. Tandis que l'IIC, Non, non, d'accord. pratiquement Oui, oui. n'importe qui Non, peut oui. entrer. Mais ça, pour la autant qu'il soit nuance est présenté. dans le fait, bon, tu peux devenir membre de l'ICOM et donc avoir le droit d'élire, Oui. par exemple, et donner ta voix à quelqu'un si tu es membre d'un musée, etc. Mais tu peux assister au congrès. Hein. Tu peux Oui, être il y a aussi des cuisinier si des ça te guests. chante. Tu peux, Oui. aussi longtemps que tu payes À l'ICOM, à l'ICOM, au congrès de l'ICOM, c'est ouvert pour tout le monde. Pas le membership n'est pas ouvert à tout le monde. Mais tu peux assister, tout le monde peut assister au congrès. ah oui, vraiment. Ah, absolument. Ouais. Ah oui, sinon, on n'aurait pas 800 personnes au congrès. Tiens, je- Il y a naturellement une chose Je que crois que oui. maintenant est devenue Jamais eu de l'avalanche. restriction. L'avalanche. Mhm. Parce que si tu penses que nous étions d'avis qu'un certain nombre était nécessaire pour faire la force de l'ICOM et pour répondre à bonne nouvelle, si Mais- tu veux. Oui. Mais dans des limites que nous avons cru que Oui. c'était des limites raisonnables. De Quand contrôler, j'ai pris, je me suis dit 3000 personnes sera une bonne limite, c'était à 77. Et c'est clair que 3000, 4000, ça va, dans le monde entier. Mais quand tu arrives à 18 000, comme aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est monstrueux. Tu ne peux plus, enfin, organiser des séances. Paolo, tu fais partie de l'IIC aussi. Oui, Mais pourquoi n'as-tu pas une part aussi active que celle que tu as pris à je t'ai l'ICOM dit, c'est à cause de l'anglais. Non, attends, excuse-moi, mais là, parce qu'on était hors caméra. Ouais. On était hors caméra. Ah oui, oui, bon. Je suis obligé de te simplement répéter la parce qu'à question. cause de ma connaissance profonde du vénitien et pas de l'anglais. Voilà. Et l'anglais, moi, je peux le lire, mais à un congrès, je ne tire rien parce que j'adore mes collègues anglais qui parlent la plupart partie italien, entre autres. Mais enfin, j'ai des difficultés. J'ai fait des conférences en anglais. Je me rappelle celle de Greenwich, mon Dieu, que j'ai passé la nuit avec les filles qui dormaient à tour de rôle, et moi qui étais éveillé avec le café, et que le jour, finalement j'ai dit, je cède ma parole à Monique Veillon, mon assistante, à qui parle en anglais parfait, je ne vous mets pas la torture avec mes mots torpillés. Hein. Et alors je voudrais bien, mais c'était évident que
rarement on a parlé des choses qui m'intéressaient beaucoup, parce que, leur point de vue est différent, et parce qu'on parle beaucoup des choses qui sont différentes de nos intérêts. Parce que la chimie, que je respecte beaucoup, est pour moi une chose plutôt limitée dans mon esprit, et d'un intérêt relatif pour mes besoins. Tu veux dire par là que la chimie est trop présente, d'après toi, à la ISI, ou bien, c'est ça? Ben oui, en certains moments, c'est les 90%. Et qu'est-ce que tu en penses? Je crois que c'est vrai. D'ailleurs, on en parle aussi à l'intérieur de l'ISI. C'est difficile parce que d'un côté, on doit admettre que les scientifiques de la conservation doivent avoir quelque part un jardin, un parc où ils communiquent, où ils se rencontrent, où ils discutent dans leur langage peut-être incompréhensible. Et pendant tout un moment, c'est devenu IIC. Et ça se voit dans les Studies in Conservation. Je crois que dans les dernières années, ça commence à changer. On trouve plus de... mais ce sera... Il y a eu un congrès de l'ICOM, où je n'ai pas été, mais qui était très intéressant. C'est Dublin, sur, au fond, la technologie de la peinture. Et là, c'était plutôt les historiens de la technologie qui ont pris le devant, avec des publications. Ça, c'était il y a 2 ou 3 ans. Oui, peut-être 4 ou 5 ans. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as eu une part... Les fonctions ainsi qu'on peut avoir, on peut travailler dans la... on peut rédiger les publications, c'est un travail très dur. Il y a une groupe de gens qui sont pour moi des héros, qui font ça depuis des années. Et une autre fonction, la seule autre fonction, c'est d'être membre du conseil. Et là, c'est les réunions, les discussions. On y va ou on n'y va pas, très souvent on ne peut pas. Mais au fond, c'est une organisation aussi, devant la loi, une organisation anglaise. C'est international, c'est l'Institut, mais du point de vue organisation, c'est inscrit en anglais et ça doit répondre à certaines règles de la loi anglaise concernant les organisations de ce genre. Parce qu'en fait, alors il doit avoir autant d'anglais toujours dans le bureau, absolument. Le secrétaire général, je crois, doit être anglais, le président pas, et il doit avoir... les statuts doivent répondre à certaines... Parce que tu as pris une part active à la vie de la ISI, à partir de quand? Pour quelle raison? J'étais membre parce que je crois que tout professionnel était membre de IIC, mais c'est beaucoup plus tard. J'étais à Amsterdam déjà, qu'on m'avait demandé si je voulais devenir président, si je me mettais candidat pour la présidence. Et je savais très bien que le grand travail est fait par le secrétaire général. Et sans être passé par la qualité de membre du bureau? Est-ce que j'étais peut-être... il fallait être fellow. J'étais fellow, évidemment. Ouais. Mais je ne m'en rappelle plus si j'étais membre du bureau. Mais là, le président de ISC, c'est plutôt quelque chose de décoratif, enfin aussi décoratif comme je puisse être, je fais de mon mieux. On ouvre les congrès et c'est à peu près tout. Il faut un président, donc il faut des présidents. Le fait d'avoir une restauratrice, directrice d'un laboratoire scientifique, ça arrangeait bien les choses. En général, ils prennent, si on regarde la liste des présidents, ils prennent quelqu'un qui est raisonnablement connu dans le monde professionnel. Ton activité à l'ICROM, parce qu'en fait, tu as aussi une activité assez importante à l'ICROM. Ça, c'est beaucoup plus professionnel, je dirais. On travaille davantage. L'ICROM, on est nommé par son pays, parce que c'est
c'est gouvernemental, l'ICROM. On est nommé par son pays pour être élu dans le conseil. Alors, Et toi-même, tu étais nommé par quel pays alors? Par Parce l'Allemagne. que c'était toujours ton C'était, pays quand même. à ce encore. moment-là, où quand j'étais en Allemagne, C'est j'étais ça. à Bonn C'est et ça. j'étais nommé. Et alors, il faut aller à Rome, et il faut se présenter aux autres, aux membres de l'Assemblée générale. Et on se fait élire, on se fait pas élire, on fait sa propagande électorale. Et on se fait élire. C'est comme ça qu'on arrive au Conseil. Au Conseil, on ne représente plus son pays. On est élu par les États membres, par la communauté générale, et alors on représente les intérêts de l'ICROM comme telle, comme institution internationale, et de la profession. Donc au Conseil, c'est plutôt des professionnels. Et à l'Assemblée générale, ça peut être des attachés culturels des ambassades qui ont envoyé pour représenter un pays, ou parfois des professionnels, mais pas toujours. Lorsque tu dis les intérêts de la profession, c'est la profession spécifique des restaurateurs Par exemple, ou d'historiens de oui, l'art, par exemple, c'est oui, ça. oui, le niveau professionnel dans le monde, la recherche, mais aussi le fonctionnement de l'Institut ICROM. Ses Je fonctions, dirais ses comme manières. Jean des musées. Pas uniquement, Non, hein, l'ICROM, je crois pas. c'est pas Non, non. uniquement, c'est Ah, très l'ICROM? fort. l'ICROM. L'ICROM. Ah non, l'ICROM. l'ICROM. Ah non, on parle de l'ICROM. Ah, l'ICROM. Oui, Parce que justement, tu as Non, parlé tout au début Non, non, mais l'ICROM, c'est de la on se naissance. sent membre Ah, ça c'est le du musée. musée. Ah oui, Oui, bien Je sûr. crois que Oui. ça, Ah oui, c'est l'ICROM, pas. une chose assez forte, Une chose c'est assez que- forte. ce lien. Parce que l'ICOM est l'ensemble des gens, une association des gens des musées. Oui, oui, absolument. Et c'est sous cette forme et cette formule qu'il y a les différentes Gattungen, il faudrait dire, enfin qualité. Les mariages, Tu peux être c'est ça que tu veux dire. directeur, tu peux être un photographe spécialisé dans les œuvres d'art, par exemple, qui travaille dans un musée. Il peut postuler son entrée à l'ICOM. Normalement, il faut un parrainage. Et alors, finalement, il y a la possibilité d'introduire des gens, parce que l'ouverture que nous avons voulu à l'ICOM pour des gens qui, normalement, n'étaient pas des historiens d'art, c'est que le contact avec des collègues étrangers et qui travaillent dans le même domaine peut les enrichir. Et ça a été d'ailleurs. Et l'échange international a facilité énormément les choses partout. Ça, il faut le dire. Et que si nous avions les moyens de le faire, on pourrait faire davantage de choses. Mais si tu penses par exemple le fait de mouvoir un nombre très considérable de personnes, un millier de personnes, à visiter un pays, avant tout, avec toutes les facilités qu'on offre l'ICOM, un autre pays, et faire voir qu'est-ce qu'ils font. Alors il y a l'orgueil des gens qui doivent montrer, la force qu'ils reçoivent des autorités politiques, hein, parce que c'est bien des choses politiques, et l'avantage pour les institutions que nous défendons. Donc, je crois que c'était une chose positive, seulement que tout, comme tout, a des limites. Et on est arrivé à une limite aujourd'hui énorme, que je ne sais pas, que quand on est arrivé à 20 000, à un certain moment, il faudra revoir un tout petit peu l'organisation, parce que ça ne suit pas l'évolution, tu vois. Ce type d'association, que ce soit la AIC ou que ce soit l'ICOM, ce type d'organisme, par exemple comme l'ICROM, sont-ils, à votre avis, réellement utiles, moyennement utiles ou peu utiles à l'évolution de la restauration? Agnès? Je dirais en principe très utile.
Mais je crois que, comme tout autre organisme, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où ils jouent vraiment leur rôle. Il y a des moments où ils sont plus faibles. Qui dépendent de Alors, situations politiques, je crois que économiques, c'est une de loi, personnalité. de personnalité. Des personnalités. Et il paraît que c'est une loi naturelle des organisations, ou même dans l'industrie, d'une firme. Il y a des hauts et des bas. Ça va comme ça. Et alors il faut accepter ça, il faut le garder à l'œil évidemment. On ne peut pas se reposer quand il y a un haut, alors bravo, et puis juste, et tout d'un coup on se retrouve, et tout le monde, on est critiqué par tout le monde, et on ne joue plus sa fonction. Non, je crois que c'est à mi-chemin qu'il faut réaliser qu'on est sur la pente de bas. En principe, oui. Je crois qu'il est très bien, et ils le font, qu'ils discutent. Je parle maintenant pas de l'ICOM comme tel, parce que là, j'ai vraiment aucune expérience. Parce que ICOM est de l'autre côté, comparable avec l'ICOM comme tel, c'est ICOMOS. ICOMOS pour les monuments historiques et ICOM pour les musées. Tu as travaillé aussi avec ICOMOS? Non. ICOM, c'est tout à fait autre chose. C'est pas une organisation avec des membres. Les membres sont les États membres, vraiment. Et IIC, c'est de nouveau plutôt une organisation avec des membres professionnels. Donc, d'accord. Bien j'ai dit association d'ailleurs et organisme. C'est ça. L'ICOM est un organisme et dans le cadre de l'ICOM, je ne peux, contrairement à Paolo, qui a évidemment joué un rôle à l'ICOM, pas seulement au comité de la conservation, mais à l'ICOM international. Moi, j'ai uniquement joué dans le cadre du comité international de conservation. Et je crois moi je vois très clairement la tâche de chacune de ces organisations. Les tâches futures? Non, oui. Ou la définition des tâches actuelles? Futur aussi, je crois qu'il y a une tâche continue, mais il faut veiller à ce que ça se critique soi-même, et je crois que ça on le fait dans les bureaux, où les secrétaires généraux le font. D'après toi, ces tâches sont bien clairement définies actuellement et il suffirait simplement de les poursuivre? Je crois que oui. Si on veut se mettre à table et en parler, il faut, chaque fois, il y a des générations, ça change continuellement. Tu es d'accord avec ce point de vue? Je suis d'accord que le grand mérite de l'ICOM, et c'est indéniable, c'est de permettre de se rencontrer des personnes des nations différentes et qui se rencontrent à l'occasion des discussions des choses qui peuvent être très importantes ou pas, ce n'est pas la chose principale. Le principal, c'est la rencontre des êtres humains et qui parlent en langage qui n'est pas le même et analogue, que aiment certaines choses que sont les œuvres d'art, les expressions humaines, de l'archéologie à la peinture, à la littérature, enfin, ce que le musée, parce que n'oublions pas que le musée, c'est l'endroit où nous tous travaillons. Et l'ICOM, c'est une association de membres d'une profession qui est celle de conserver et de tramenter. D'accord, mais excuse-moi de t'interrompre parce qu'on est tout à fait d'accord que c'est très agréable de rencontrer des gens intéressés par la même profession. Non, mais c'est pas dans les buts de l'association. Ce que je demandais justement à Agnès, et je te posais la même question, si tu es d'accord en fait avec la définition actuelle des buts de l'association, et si tu es d'accord qu'elles doivent être poursuivies. J'espère bien. Bon. J'espère bien, parce que, écoute, moi je vois simplement l'enthousiasme avec lequel le feu que nous avons porté dans nos mains et qu'on a continué à donner aux jeunes générations, il continue à l'amener. L'enthousiasme de la fréquentation de musées, regarde le nombre de... Il y a des dangers, évidemment. Et c'est là que nous devons faire attention. Mais nous avons entfacht, nous avons suscité
un intérêt qui était très modeste. C'est-à-dire les visiteurs du musée, les visiteurs, les amateurs d'œuvres d'art qui sont devenus populaires, une chose que nous avons envoyée dans le plus grand nombre, et avec en droit, est devenue une affaire politique. De façon que les politiciens doivent, au vouloir ou pas, faire attention à les manifestations qui sont les musées. Donc nous avons une charge, c'est celle de défendre l'œuvre d'art sous différents aspects. Un des aspects est de rendre les responsables politiques attentifs à notre activité, donc à la protection de l'œuvre d'art. On est d'accord. Dans tous ces formes. On est d'accord. Je voulais te poser une question encore, Agnès, parce que j'ai repris contact avec toi il y a peut-être un peu plus d'une année. Et j'ai été très étonné lorsque tu m'as répondu au téléphone en me disant oui, parce que je t'avais demandé en fait de participer à un congrès sur le problème des chartes de la restauration, des définitions de la profession, et ainsi de suite. Et en fait, je t'avais senti très désabusé à l'égard de la profession. Et ça m'avait été confirmé d'ailleurs par Nicole, qui m'avait dit « Oh, mais tu sais, Agnès, elle en a ras-le-bol. Hein. Elle veut surtout plus qu'on lui parle de restauration. Et ça va mieux ? Ce n'est pas Ça va mieux ? tout à fait vrai, peut-être que ça va mieux. Mais c'est un peu vrai. Mais bon, peut-être d'un côté j'ai un peu ras-le-bol, mais ce ras-le-bol est aussi, je crois que les gens de notre génération, on a fait des contributions honnêtes, on a fait de notre mieux, je crois, et je suis pas malcontent de ma contribution, je suis persuadée que tu es fier de la tienne. Je trouve que maintenant, et j'ai pas de problème, je me mets à côté, et basta. Et je veux que la génération de maintenant, plus jeune, enfin pas de tellement plus jeune, mais pas plus jeune que moi, qui sont en fonction, ils doivent battre leur bataille. Aussi longtemps que nous, on se met là et on propage le message et on va se mettre dans le fauteuil des congrès et rester là. Non, allez, au front. Ils doivent se battre. Et je suis aussi un peu... je suis aussi paresseux, j'avoue. Je n'ai pas de problème d'avouer ça. Parce que tu trouves que... Je trouve c'est les autres... Et moi, je suis suffisamment intéressée pour... Tu trouves que les générations actuelles sont moins combatives qu'elles ne l'étaient dans les années 50, 40, quand on parle des grands... C'est aussi longtemps que moi j'ai une place là, quelqu'un d'autre ne peut pas prendre cette place. Du moment où je pars, quelqu'un d'autre peut prendre cette place. L'histoire de l'arbre qui cache la forêt, c'est ça? N'importe, oui. Oui. Et... c'est tout simplement la réalité de la vie. Si j'étais écrasé par une voiture il y a 3 ans, eh ben, il n'y aurait plus d'Agnès Ballesтрem. Bon, maintenant, moi j'ai pris la décision, heureusement qu'une voiture m'a écrasé, mais j'ai pris la décision moi-même, je vais me mettre de côté. Mais comment vois-tu... Ça va aller très bien sans moi. Comment vois-tu l'évolution de la profession? C'est pas que tu aies cette position un peu désabusée que je t'ai connu avoir, mais est-ce que c'était parce que tu étais déçu un peu aussi de l'évolution de la profession ou non? Non. Très bien. Paolo, comment vois-tu l'évolution de la profession? Tu parles sérieusement? Parce que nous avons vécu presque 50 ans dans la paix. Nous avons ignoré tout ce qu'il y avait de danger. Et je dois rappeler qu'il y a quelque chose qui s'est avéré il y a une semaine, qui nous a rapporté à la réalité. C'est-à-dire la destruction de... Je ne veux pas parler des bâtiments ni des êtres humains. Parlons seulement de tout ce que est d'art, nous qui sommes chargés de la défendre, voir qu'est-ce qui a été détruit.
Et je Non, mais m'attends... excuse-moi, mais si on met la discussion sur ce niveau-là, C'est ça. il y avait la Chine avec la révolution rouge. non, Mais si, parce qu'on n'a pas réagi à ce moment-là. Non, C'est pas parce qu'il y a deux tours qui ont été attaquées, d'accord, c'est terrible, les patati patata, mais je crois que c'est parce que, en fait, ce sont essentiellement nos qualités d'occidentaux qui ont été touchées. Semble. On n'a pas tellement réagi quand on a détruit, par exemple, le Cambodge. Bon. Ben, exactement. Nous sommes devant quelque chose qui nous dépasse. Parce que la conservation des œuvres d'art veut dire être en paix. Si nous n'avons pas la paix, hein, si nous avons simplement, d'un côté, l'offense qui peut amener pour les œuvres d'art, la guerre, l'inimitié, les luttes entre les peuples. Mais après, nous avons une autre chose, c'est-à-dire la crise qui va s'installer, et il n'y a pas de doute qu'il y aura une crise, et les premiers qui vont souffrir sont les institutions culturelles. Les institutions comme les musées, n'en parlons pas, donc la conservation. Donc je n'ai pas, je vois pour la profession un moment de difficultés, des grandes difficultés, et je me demande si ce sera négatif ou positif. Parce que les difficultés peuvent amener à une révision de la philosophie. Les jeunes ont été élevés dans un climat de paix et de bonheur et de facilité. Donc, quand il y aura la difficulté, parce que n'oublions pas que notre profession a eu une explosion telle à cause de laquelle il y a une concurrence épouvantable et une quantité de gens soi-disant savants qui ne savent rien et qui sont responsables si, à un certain moment, il y a des choses qui l'ont confié à un ignorant. Chose qui, malheureusement, arrive chaque jour. Je n'ai les preuves, donc je ne parlerai pas de ça. Donc. Mais je me pose la question et je te réponds, honnêtement, je ne sais pas. On est devant un moment tellement difficile pour l'humanité, parce que tout est possible, et on se pose des questions. Moi, je ne te parle de tout, c'est parce que je nomme quelque chose de laquelle personne ne parle, le capital d'art merveilleux qu'il y avait là-dedans. Les tableaux qui ont disparu. Oui. Je pense que les effets de la mondialisation sont beaucoup plus graves que cette attaque aux deux tours, même si ce point de vue peut être critiqué. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que tu dis aussi sur la formation professionnelle qui s'adresse à beaucoup trop de jeunes, selon toi. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est une constatation. Et je ne sais pas ce que tu en penses. Aussi. Ah, si. Et la responsabilité, moi, je dois dire que j'en porte aussi. Malheureusement, je vois qu'on a été trop généreux et que nos attentions ont été malheureusement... enfin, c'est nous-mêmes les coupables. Parce que Voltaire, je me rappelle qu'il disait « Vous êtes en train de faire un gâchis ». Tu te rappelles ? Vous êtes en train de faire un gâchis parce que le restaurateur, ce n'est pas une personne quelconque. Il faut le choisir, le former, et si chacun de nous faisait 3 ou 4 enfants, ça irait très bien. Mais quand on en fait des centaines, ça va plus bien du tout. On va arrêter là-dessus. Je vous remercie tous deux. Merci Agnès, merci Paolo, et merci de nous avoir accueillis ici dans ton C'était un plaisir. Merci. Hein? Ouais.